Du mot grec technologia, signifiant art, compétence ou artisanat, le terme technologie désigne l'étude des outils et des savoir-faire au travers des différentes périodes historiques de notre civilisation. Ces 20 dernières années, le terme devient omniprésent. Les avancées technologiques se multiplient, suscitant autant l'intérêt que l'inquiétude. Aujourd'hui, les technologies sont partout, et notamment dans les pratiques d'enseignement. Mais est-ce un phénomène réellement nouveau ? Revenons dans le temps pour examiner l'éducation au fil des âges. L'éducation a toujours occupé une place privilégiée dans l'histoire de l'humanité. À partir de la fin du XVIIIe siècle, au sein des sociétés européennes en évolution, l'éducation se manifeste à la fois comme un enjeu social, composante de la croissance économique et de l'organisation nationale, et partie prenante du projet gouvernemental. L'histoire de l'éducation ne peut être dissociée de l'histoire humaine. Philosophie des Lumières, Renaissance, montée de la démocratie ou avènement de la science, l'éducation, d'aussi loin que l'on puisse en trouver des traces, vise à répondre aux préoccupations spécifiques de la société dans laquelle elle s'inscrit. Bienvenue à Sparte. L'Antiquité illustre bien cette relation entre société et système éducatif. La société spartiate est de type pyramidal. Sa partie supérieure est constituée d'une élite d'environ 10 000 hommes, les homoi, c'est-à-dire les égaux ou les semblables. En théorie, ils disposent des mêmes richesses et des mêmes droits civiques. Sparte poursuit un but clairement défini, créer une société d'égaux. Une armée toujours unie qui pourrait se battre sans craindre de désaccord. L'une des clés fondamentales du système spartiate repose ainsi sur l'unité, la similarité. À Sparte, stabilité, ordre et obéissance sont mots d'or. La civilisation spartiate est en effet peu nombreuse et doit alors s'imposer autrement pour faire face à ses ennemis. En situation de combat, un Spartiate doit ainsi valoir 10 à 12 de ses adversaires. La seule façon d'atteindre ce degré de supériorité, c'est de mobiliser tous les jeunes et de leur faire suivre un entraînement standardisé, et ce, dès le plus jeune âge. L'éducation vise à former de bons citoyens qui serviront efficacement les besoins du système établi et participeront à préserver les valeurs et le bon fonctionnement de la société en place. On perçoit déjà ici le lien entre système sociétal et éducation. Le premier cycle de formation des jeunes Spartiates dure de 7 à 12 ans. Les enfants sont sous la responsabilité du pédonome. Ce dernier facilite l'apprentissage des champs de guerre par l'enseignement des rudiments de la lecture et de l'écriture. La représentation du langage à travers l'inscription de signes sur des supports variés est incontestablement l'une des premières technologies utilisées pour l'éducation. Le développement de l'écriture est estimé aux alentours de 3200 avant Jésus-Christ. La première émergence de technologie dans la connaissance, dans le savoir, c'est l'invention de l'écriture. Et lorsque, c'est raconté par les philosophes grecs, quand Pharaon présente au dieu Thoth, le dieu de la connaissance, l'écriture, donc voilà, j'ai trouvé le remède pour pouvoir garder la connaissance. Le dieu lui répond, c'est le pharmacon, donc c'est le remède, mais c'est aussi le poison. Parce qu'on va mettre sur une ressource externe le savoir qui ne sera plus à l'intérieur de la tête des humains. Et donc, le savoir oral va se perdre, et on va perdre le savoir parce qu'on l'aura mis quelque part sur un support écrit. Sans revenir aussi loin dans notre histoire, la technologie a toujours occupé une place centrale dans notre civilisation et par extension dans nos systèmes éducatifs. L'évolution technologique a ainsi marqué de nombreuses transitions et provoqué de nombreuses inquiétudes au fil des années. L'histoire de l'éducation et de la technologie remonte bien plus loin que le début du XXe siècle. En effet, diverses technologies ont été étroitement liées au développement de la pensée et des réformes de l'éducation depuis près de 5000 ans. Si on examine les pratiques d'éducation, qu'il s'agisse des sophistes du 5e siècle avant Jésus-Christ, des érudits médiévaux ou encore des réformateurs sociaux des 18e et 19e siècles, on constate que les artefacts et les pratiques technologiques ont toujours fait partie intégrante des formes d'éducation et d'apprentissage. On recense par exemple les tableaux noirs, les livres à cordes ou encore les manuels scolaires, qui ont joué un rôle fondamental dans le soutien de l'enseignement. Il convient cependant de rappeler que certaines de ces technologies précoces constituent toujours une part importante de l'éducation contemporaine. On retrouve encore des tableaux noirs ou même des manuels scolaires dans la plupart de nos pratiques d'enseignement.
L'Orbis Pictus de Comenius, premier manuel scolaire édité au milieu du XVIIe siècle, marque ainsi le début d'une longue dépendance de l'éducation au texte imprimé. Bien loin de notre conception actuelle du e-learning, le premier cours d'enseignement à distance date cependant du début du XVIIIe siècle. Tout commence en 1728 lorsqu'un certain Caleb Phillips dépose une petite annonce pour des cours par correspondance dans la Gazette de Boston. En s'offrant cet encart publicitaire, Sir Phillips n'imaginait pas qu'il venait de marquer le début de la formation à distance. Le développement de la presse papier étant à cette époque en plein essor, les cours par correspondance se développèrent rapidement. Au début, ce sont surtout des particuliers qui proposent des formations ou du soutien scolaire, mais des écoles ainsi que certains établissements renommés commencent à s'intéresser de près à ce phénomène. Cette nouvelle façon d'enseigner se répand de plus en plus jusqu'en 1858, où l'Université de Londres devient la première grande institution à octroyer des diplômes à des individus ayant suivi leur formation à distance. L'enseignement à distance étant, de par sa nature, intimement lié au développement des médias, il faut ensuite attendre jusqu'à la fin des années 40 pour voir apparaître la prochaine évolution notable. Invention du téléphone, avènement de la radio, démocratisation de la télévision, révolution technologique issue du 7e art, la technologie et les nouveaux médias vont tour à tour bousculer le système en marche et questionner les codes éducatifs de l'époque. Dans les années 60, on pensait que la télévision allait révolutionner l'enseignement, que les professeurs n'existeraient bientôt plus et que l'apprentissage ne se ferait plus du tout de la même façon. Mais quel impact ces révolutions ont-elles réellement eu sur les pratiques d'enseignement ? Lorsqu'Alexander Graham Bell fait le tour des États-Unis pour vanter les mérites de son invention, le téléphone, il le présente comme un moyen de diffusion qui permet, entre autres, de pouvoir écouter des orchestres symphoniques ou encore des sermons de prédicateurs réputés en son temps. Il voit ainsi l'audio comme un médium pour rendre accessible la culture et l'apprentissage. L'invention de Bell promet ainsi de révolutionner les pratiques d'enseignement en s'imposant comme l'outil d'apprentissage de l'avenir. Et pourtant, l'histoire en est témoin, son utilisation dans ce sens sera quasi inexistante, au point que peu de gens sont même conscients qu'il ait pu un jour avoir une autre utilité que de communiquer à distance. À l'inverse du téléphone, qui s'est vu rapidement détourné de son rôle éducatif, la radio et la télévision ont su se faire une place au sein des pratiques d'enseignement. Même si ce média a, depuis son apparition dans les années 20, et est encore fortement sous-estimé dans les pratiques d'enseignement, la radio a discrètement su, pendant plus d'un siècle, dispenser de nombreux apprentissages formels et informels à des millions de personnes partout dans le monde. Même si nous ne pouvons nier la présence encore aujourd'hui des apprentissages informels du petit écran, la télévision résonne désormais le plus souvent avec des évocations de loisirs récréatifs, de moments de vie familiale, de détente dont l'effort est absent. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. On peut remonter à la fin des années 70 et à la télévision scolaire, qui fournissait des émissions directement et explicitement corrélées au programme de l'éducation. Loin de substituer la présence de l'enseignant ou de l'enseignante, la télévision comme la radio ont su trouver une place au sein des pratiques d'enseignement. Une nouvelle façon de transmettre et les prémices d'une accessibilité à la connaissance plus large, touchant même les individus les plus isolés. Les années 70 seront ainsi un nouveau grand tournant de l'histoire de la technologie. L'émergence de l'informatique marque l'avènement de l'électronique avec l'arrivée du transistor et du microprocesseur. Dans les années 70, ça bouge un petit peu parce qu'on est sur l'apparition de trois phénomènes qui vont avoir une importance assez forte. En même temps, on a trois révolutions. Celle qui va devenir Internet, parce que c'est dans les années 70 que le système commence à être repensé. La miniaturisation des ordinateurs qui va nous amener à l'ordinateur personnel, qui va provoquer un changement radical. Et le troisième point, qui est en fait le bureau sans papier sur lequel travaillait Xerox à l'époque, et qui va nous donner les premières interfaces, notamment les interfaces de type souris, qui sont nées, trackball à l'époque, qui sont nées à cette occasion-là. Ces trois phénomènes vont converger vers les années 80. Et dans les années 80, on a une première tendance, autour de ce qu'on va appeler l'enseignement assisté par ordinateur, de premier usage, principalement en formation professionnelle, dans la formation des entreprises, d'usage de l'informatique pour l'éducation.
De nouveaux matériaux révolutionnent les marchés et participent à la découverte de nouvelles technologies qui ouvriront la recherche spatiale et bientôt la diffusion mondiale d'un nouveau moyen de communiquer, Internet. Dès les années 80 se déroule la dernière et peut-être la plus grande révolution de l'histoire de l'enseignement, son développement informatique. L'accès généralisé aux ordinateurs personnels permet ainsi l'apparition de nouvelles pratiques. L'arrivée d'Internet et des emails permettent une communication directe entre apprenants et apprenantes et professeurs. Et ça passe au travers d'un concept qui est simple, c'est on a un éclatement du temps, de l'espace et des modalités. Avant, la formation, c'était en présence d'un enseignant, tout le monde est là et on fait tous la même chose. On fait tous la même activité. Et c'est cet éclatement du temps, de l'espace et des activités qui va être la naissance des aspects numériques de cette époque. Le développement et la démocratisation des smartphones viendra également renforcer ces nouvelles pratiques. The mid-2010s, it became very clear to me that technology was going to play a bigger and bigger part in making accessible more education. And that power of accessibility is what drives me, not the power of technology. Technology is a tool that can support that and democratize learning, make it much more affordable for more people in more places. Avec la disparition peu à peu du crissement des craies contre les tableaux noirs, le frottement des crayons gris bourdonnants dans nos amphithéâtres a cédé la place aux cliquetis de claviers d'ordinateurs portables. Mais nos pratiques d'enseignement en ont-elles pour autant été modifiées ? Quelle place ces technologies numériques tiennent-elles réellement dans nos pratiques ? I'm James Lamb and I'm a lecturer and a researcher in the Centre for Research in Digital Education at the University of Edinburgh. And my main area of research and teaching is concerned with the ways that digital technologies affect learning spaces. So digital technologies have reduced the ties between the student and the university campus. And what that means is that learners have more power to negotiate their own particular learning spaces. Learning has always happened beyond the university campus. It's always been the case that students, I think, would have sat in cafes and read books, or students would have maybe composed an essay on a train journey. But in those same settings, we can now do many more things through digital technologies. We can access online materials. And I think digital technologies have also changed learning spaces through our ability to bring more digital materials to spaces. So particularly when we're working in online spaces and using digital platforms, those settings lend themselves to richly multimodal approaches where students have more ability to bring a range of different digital material, visual material into the ways that they express themselves, into the ways that they demonstrate their knowledge and the ways that they can show us their thinking and their abilities. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on prend conscience que l'audiovisuel, du coup, on passe un petit peu au-dessus. Ça, c'est comment on passe à la production audiovisuelle, comment on passe à des process dans nos établissements pour essayer de pouvoir produire plus de vidéos et d'accompagner soit des collègues, soit des enseignants. Et voilà, un essor énorme, quoi. Les enseignants pouvaient avoir peur d'utiliser l'audiovisuel dans leurs cours ou dans la pédagogie. Donc après, c'était très limité à de la captation de cours au départ. Et donc là, on travaille un peu plus avec les enseignants et voire avec des classes entières sur de la médiatisation de contenu et un travail de fond, on va dire. Mais je pense que c'est vraiment aussi l'idée d'avoir cet espace comme un tiers espace de co-construction. En fait, je crois que le principal défi, je ne suis pas sûre qu'il vaille que pour l'enseignement supérieur, mais en tout cas, il vaut aussi pour l'enseignement supérieur. Je crois que le principal défi, c'est que tout le monde prenne bien conscience que le monde dans lequel on vit est en train de changer avec, par, grâce, à cause, peu importe, le numérique. Alors, la technologie utilisée dans les musées, ça a une importance en fait. Ça permet de varier les discours, d'enrichir un petit peu ce qu'on peut avoir, de créer un petit effet waouh, quand tout d'un coup, il y a des choses qui apparaissent, on ne s'y attendait pas. Alors, plus ça va, plus on est habitué à avoir des tablettes où on touche et on tripote, mais ça fait partie un peu de notre quotidien et c'est aussi important pour les musées d'utiliser les outils que les gens savent utiliser, qui peuvent être un support de médiation. On va avoir des enseignants qui vont faire de l'hybridation, donc ils vont se dire voilà, ça, on le filme, ça, je veux que ce soit une petite pastille qui explique
qu'ils aient avec eux. Et puis moi, par contre, dans mon cours, comme ça, j'ai plus de temps pour rester avec eux. Faut pas que ça prenne trop de place. On peut avoir tendance à dire c'est nouveau, c'est de la technologie, c'est fun. Ça peut être un peu un piège aussi, il faut faire attention. Donc ça se prend avec parcimonie ou avec précaution. Mais c'est des vrais nouveaux outils, hein, comme la télévision ou la vidéo a pu être un outil pour les musées. Maintenant, ces outils multimédia, les tablettes, les ordinateurs, les choses qui bougent, c'est aussi un outil qui est important à utiliser pour transmettre des contenus. Alors, je pense qu'il y a d'autres utilisations auxquelles on ne pense pas du tout. Je pense à la vidéo au service on va dire de l'éthique ou même, on va dire, de la recherche et de l'enseignement recherche. Il y a aussi tout simplement l'enseignant qui a un côté éthique, donc là c'est plus en médecine, et qui se dit, voilà, au lieu de tuer tant de souris en pharmacie, je vais faire un TP sous forme vidéo. Donc comme ça, voilà, là, parce que voilà, dans ce TP, on doit tuer une souris, et donc au lieu de la tuer, d'en tuer 15, on en tue une. Donc il y a quelque chose d'éthique. Je discutais il y a encore une dizaine de jours avec un ancien collègue et ami qui est Alexandre Fournier, le vice-président numérique de l'Université de Bourgogne, qui a donné une interview. Le titre de l'interview, qui est assez accrocheur, dit « Il n'y aura plus de 100% présentiel à l'Université de Bourgogne ». Alors évidemment, je l'interpelle et je lui dis « Mais parlons-en !» Il y aura toujours du 100% présentiel, je pense, dans toutes les universités. Néanmoins, c'est quand même le reflet d'un réel enseignement de cette période de 2 années, c'est-à-dire que le fait d'avoir, si je puis dire, goûté, que ce soit côté enseignant ou côté étudiant, au confort de pouvoir faire son enseignement pour partie en distanciel, pour partie capté et disponible pour être revu, pour être étudié, réécouté, etc., fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enseignements qui restent dans des formats précisément hybrides. Digital technologies are changing the way we think about learning spaces in a number of really important ways. So whereas traditionally we would have thought of learning spaces as being parts of the physical campus, the laboratory, the library. The traditional lecture doesn't need to take place in a lecture hall. It happens through technology and through flipped approaches. And then we spend more time in tutorials and workshops and laboratories actually understanding what the theory means and what the practice looks like. And that's going to be very powerful for the future, I think. Alors, devons-nous faire avec, chercher à les freiner, s'y adapter ou encore les embrasser ? Cette évolution est absolument nécessaire et on ne peut pas être en résistance face au motif qu'on ne voudrait pas utiliser de solutions technologiques nées outre-Atlantique ou au motif qu'on voudrait s'assurer de l'absolue protection de sa donnée personnelle ou au motif que, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on devrait diffuser, galvauder nos données personnelles à droite et à gauche, mais je suis en train de dire que c'est pas parce qu'il faut faire attention à un certain nombre de choses qu'on pourrait imaginer que ne pas se transformer serait une option.